Totalement inventé. C'est ce qu'a indiqué le shérif du comté de Marion après qu'un adolescent a affirmé avoir été enlevé. Maintenant, selon les autorités, tout cela était une supercherie élaborée. Caden Speight, 17 ans, fait officiellement face à des accusations pour avoir gaspillé des ressources. De nouveaux détails à examiner. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime Jesse Weber. Quand Caden Speight a été porté disparu en Floride centrale le 25 septembre, la communauté a aussitôt manifesté un fort soutien. Sa mère, Annie, a écrit sur Facebook « J'ai reçu un message, j'ai besoin d'aide. 4 hispaniques dans une camionnette blanche. Je suis blessé par balle. La piste semble aller vers Dunellen. L'hélicoptère et les chiens n'ont rien trouvé. On m'a dit que la police fouille les fossés et la rivière au cas où il aurait été déposé en route. Merci d'aider à le retrouver. » La communauté de Dunellen et Citrus Springs a réagi immédiatement. Voisins et amis ont lancé des recherches. Le Florida Department of Law Enforcement a lancé une alerte Amber pour Caden. Le shérif du comté de Marion a envoyé des unités canines. Ils ont lancé des hélicoptères et mobilisé des patrouilles pour le rechercher. Mais à mesure que de nouveaux détails ont commencé à émerger sur ce qui aurait pu se passer, sur ses allées et venues avant son prétendu enlèvement, c'est là qu'il y a eu un tournant. À ce moment, l'inquiétude est vite devenue suspicion. Caden a été vu sur une vidéo de surveillance dans un Walmart à Ocala, à plusieurs kilomètres de chez lui, achetant un vélo peu avant son enlèvement présumé. Les adjoints du comté de Marion ont confirmé que Caden avait acheté du matériel de camping, dont une tente, avant d'être vu sur des caméras montant sur le vélo et partant. Plus tard, le bureau du shérif a annoncé sur les réseaux sociaux que Caden avait été retrouvé sain et sauf et que l'enquête continuait. Il était clair que quelque chose se passait ici. Et maintenant, de quoi voulons-nous parler? Il y a eu cet affidavit qui a été déposé dans le cadre de cette affaire. Il a été rendu public et il nous donne beaucoup plus de détails sur ce que les adjoints ont découvert concernant la disparition de Caden et ce qui s'est passé lorsqu'ils ont confronté l'équipe à propos de son prétendu stratagème. Ce document de 11 pages est une véritable mine d'informations. Pour aborder ce sujet et les répercussions des choix de cet adolescent, j'invite Dave Arenberg, ex-procureur du comté de Palm Beach et animateur de Florida's Lawman de Midas Touch. Vous pouvez le retrouver en ligne. Dave, merci beaucoup d'être avec nous. Il y a beaucoup à discuter ici. Donc, lorsque Caden Speight a été signalé disparu, comme vous le savez sûrement, les réseaux sociaux ont explosé de messages demandant aux gens d'être vigilants. Il était impossible de faire défiler Facebook sans tomber sur au moins une publication concernant Caden Speight. La réaction des forces de l'ordre et de la communauté a été si forte que le shérif s'est exprimé en conférence de presse après la découverte de Caden Speight. Beaucoup d'entre vous demandent « Pourquoi avez-vous mobilisé autant de ressources ?» La vérité, c'est que dans tous les cas, nous ne pouvons rien prendre à la légère, que ce soit ce qui est fait ou ce qui est dit. Nous devons le prendre comme si c'était la vérité dès le départ. Si Dieu nous en préserve, quelque chose déviait légèrement et révélait la vérité. Maintenant, c'est une limite subtile, n'est-ce pas? Dave? Je veux dire, dans quelle mesure le public est-il? Dans quelle mesure l'attention est-elle utile dans une affaire aussi rapide? C'est juste le monde d'aujourd'hui, Jesse, dominé par les réseaux sociaux où chacun se prend pour un détective en ligne. Et ce shérif le reconnaît et il sait que les passions que cela suscite peuvent être utiles. Toutes ces personnes cherchaient une adolescente de 17 ans disparue pour découvrir que c'était un canular. Et il essaie de prendre les devants, parce que vous ne voulez pas de justice expéditive, vous ne voulez pas que la famille soit harcelée. Donc il sort et fait preuve de transparence à ce sujet. Je pense donc qu'il a vraiment bien géré la situation. Oui, tu vois, il y avait une vraie inquiétude. Maintenant, les sentiments ont changé. Alors, comment tout cela a-t-il commencé, d'accord? Sur la base des allégations. Regardons donc l'affidavit d'arrestation. Le détective chargé des vols et homicides a été appelé pour un possible enlèvement près de Southwest Highway 484 et Southwest 128e Avenue à Dunellen. Il a vu un trou de balle dans le pare-brise côté conducteur, la balle ayant atteint l'appui-tête du siège. Une douille semblait être devant le véhicule. La porte du conducteur était ouverte et il semblait y avoir du sang suspecté à l'intérieur du panneau de porte du conducteur. On soupçonnait la présence de sang sur le marchepied, le plancher, le siège et le volant côté conducteur du camion. Il semblait également y avoir du sang suspecté dans le sable juste à l'extérieur de la porte du conducteur. Donc vous parlez de beaucoup de preuves de sang, ou potentiellement de preuves de sang, ici. Ce n'est pas juste une éraflure, un saignement donné ou autre. Mais selon l'affidavit, ce n'était pas la seule preuve cruciale sur place. Juste à l'extérieur de la porte du conducteur, il semblait également y avoir des traces de traînées dans le sable. Et ces traces semblaient être espacées. Plusieurs traces de pneus, dont une de vélo,
partait du côté passager où le véhicule était garé dans le sable. Sur la benne du camion, un téléphone portable détruit y avait été laissé sur place. Le téléphone portable détruit était presque coupé en deux à cause de l'ampleur des dégâts. J'ai appris plus tard que ce téléphone appartenait au suspect selon la description donnée par ses parents. Dave, c'est beaucoup de preuves cruciales au début, mais ensuite, quand tu y repenses, avec le recul. Sachant que les adjoints ont ensuite conclu que toute cette histoire était un canular, c'est l'allégation. Qu'est-ce que tu retires de ça? C'est beaucoup de planification et de travail si c'est vrai. C'est sûr. En plus, ce gamin aurait pu se tuer parce que se tirer une balle dans la jambe, il peut arriver beaucoup de choses graves. Je veux dire, je sais que dans les films, c'est juste, oh, apparemment une simple blessure superficielle, mais ça aurait pu toucher un vaisseau sanguin et vraiment, il aurait pu mourir. Il est donc allé aussi loin ici. Ma question porte aussi sur le mobile, car je sais que certains disent qu'il voulait fuir. Il l'avait exprimé auparavant. Mais si tu vas dire à ta famille que tu as été blessé par balle et que tu es à l'hôpital, alors comment peux-tu t'enfuir? On t'identifie, on te localise, ce n'est pas s'enfuir. Donc, il semble que ce soit peut-être un appel à l'attention. C'est ce qui me trouble encore dans cette histoire. Il a tout planifié, mais sans penser aux conséquences. Il réfléchit même à 2 coups d'avance. Donc, bien sûr, tout ça va être découvert et les gens vont savoir ce qui se passe. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver après? Quel est son but ici? C'est sûrement normal à 17 ans quand le cerveau n'est pas encore totalement développé avant 25, 26 ans. On pose toujours ce genre de questions dans ces affaires de faux reportages, n'est-ce pas, sur la base de telles allégations. Regardez l'affaire Jussie Smollett et celle du gars avec le kayak qui est parti en Europe puis revenu, dont on a parlé dans Sidebar. C'est incroyable. Et c'est préoccupant parce que non seulement cela implique complètement la communauté, la famille et les amis, et les cadres, tu vas t'inquiète. On gaspille aussi le temps et les ressources des forces de l'ordre, c'est bien le problème ici. Donc, le détective a écrit ici qu'il a fait un entretien téléphonique enregistré avec la mère de Kayden. Selon elle, Kayden suivait l'école à la maison et était aussi inscrit au collège de Floride Central, où il avait un cours d'agriculture le jeudi. Le 25 septembre était l'un de ses jours et sa mère lui avait demandé de prendre du lait en rentrant. D'après l'affidavit, ce message concernant l'enlèvement par 4 personnes hispaniques a en réalité été envoyé dans une conversation de groupe à la mère, au père et au petit frère de Kayden. Sa mère a déclaré l'avoir vu pour la dernière fois la veille au soir avant de partir au travail à 8 h. Kayden devait aller en cours à 10 h 30. Le message sur l'enlèvement présumé est arrivé peu après 16 h. La mère de Kayden a déclaré que le message ne correspondait pas au suspect et a affirmé qu'il était un bon garçon. Elle n'avait aucune information sur les éventuels suspects hispaniques mentionnés dans le message. Et ce détective a également parlé avec le père de Kayden. Je cite, « Monsieur Speight a indiqué qu'il avait appelé le suspect vers 15h40 et 1 pour lui demander des informations sur un test qu'il avait passé aujourd'hui et que tout semblait normal, a précisé Monsieur Speight. Une dispute a éclaté lors d'un rodéo dimanche 21 septembre 2025 avec une autre famille, sans bagarre physique. Les parents de Kayden disent qu'il avait parlé de fugue il y a des mois, mais n'en avait plus reparlé. Son comportement restait normal. Mais dans le cadre des prochaines étapes, le détective a vérifié auprès des hôpitaux locaux, vous savez, pour voir si quelqu'un était venu aux urgences, mais personne ne l'avait vu. Une recherche a vérifié l'absence de signalement de fugue antérieure. Le bureau du shérif du comté de Marion a envoyé des unités canines et un hélicoptère, mais aucune trace de Kayden. Et le détective a ensuite obtenu la permission de la mère de Kayden pour fouiller un ordinateur portable qui se trouvait encore dans le camion afin de voir si quelque chose pouvait indiquer ce qui s'était passé ici. Il n'a rien trouvé de pertinent. Donc à ce moment-là, c'est là que la Florida Department of Law Enforcement a activé l'alerte Amber. Maintenant, Dave, il y a 2 points ici sur lesquels je voulais avoir ton avis. Donc tout d'abord, tu comprends à quel point la famille a été complètement choquée et prise au dépourvu par tout ça, n'est-ce pas? Si ces allégations sont fondées. Ils n'en ont aucune idée. Je veux dire, c'est ça le problème. Ils pensent que leur fils est un si bon garçon. Pendant ce temps, il avait une arme sur lui tout le temps. Cette affaire était planifiée, a coûté cher aux contribuables, semé la panique, et il aurait pu se tuer lui-même. Et ensuite, il a accusé les Hispaniques. Ça ne ressemble pas à un si bon garçon. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui crée des troubles dans une communauté et qui pousse tout le monde à se méfier des Hispaniques qui auraient soi-disant kidnappé quelqu'un alors que ce n'était pas vrai. Ça me rappelle Susan Smith qui, lorsqu'elle a noyé ses enfants dans un lac, les tuant, elle a accusé des Noirs qui auraient détourné sa voiture, l'auraient carjacké. Donc, tu sais, c'est le genre de choses dont une communauté n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça en ce moment, alors que tout le monde est déjà sur les nerfs à cause de plein de choses.
Et ça montre bien une partie du problème. Ses parents disent simplement que leur enfant est formidable, qu'il n'y a aucun problème, mais il y a clairement des problèmes. L'enfant n'est clairement pas formidable. C'est pourquoi cet enfant est accusé de crimes graves, bien qu'il soit jugé comme mineur. Ne vous attendez pas à une vraie incarcération ici. Tu soulèves un excellent point. Hein, c'est vraiment dégoûtant ce qu'ils disent qu'il a fait ici. Mais aussi, ce détective ne semblait vraiment pas tirer de conclusions hâtives. Il a vérifié tous les éléments avant de lancer l'alerte enlèvement, qui, comme tu le sais, nécessite que des critères très spécifiques soient remplis avant de pouvoir l'activer. C'est exact. Et c'est en partie le problème. Tu sais, chaque conducteur, tu peux avoir ton téléphone portable, à moins de désactiver cette fonctionnalité. Ça hurle dans tes oreilles car c'est très sérieux. On veut que tout le monde le sache. Voilà pourquoi ce gamin n'a pensé qu'à lui, sans considérer l'impact sur la communauté. Et c'est pour ça qu'il est accusé de vrais crimes ici. Il y a une chose à savoir, je sais. Il est accusé d'avoir déposé un faux rapport de police et fait de fausses déclarations. Même s'il n'a pas déposé le rapport ni fait de fausses déclarations lui-même. Mais quand il a menti et donné toutes ces fausses informations, il savait qu'elles seraient transmises à la police. Et c'est un crime. Maintenant, ce détective a pu apprendre beaucoup d'informations sur l'emplacement de Caden le 25 septembre grâce à la technologie. La mère de Caden a localisé son téléphone avec l'appli Live360. Elle a autorisé les adjoints à fouiller son téléphone pour obtenir des informations clés. Voici la chronologie. Selon l'affidavit, Caden est parti le 25 à 9h10 du matin. Il s'est rendu dans un magasin Walmart, puis sa localisation indique qu'il est resté près du magasin Walmart pendant environ 20 minutes. 10 heures, il va à son cours d'agriculture sur le campus Vantage Farm du Collège de Floride Centrale et y reste plusieurs heures. Et cela, c'est avant qu'il parte vers 14h20. Et qu'il se rende dans un magasin d'articles de sport d'X à proximité, puis dans un autre Walmart d'Ocala. Il reste là environ 26 minutes, puis passe la demi-heure suivante à conduire vers l'intersection de la Highway 44 et de la Southwest 128e Avenue. Selon l'affidavit, c'est apparemment dans ce deuxième Walmart que Caden a été aperçu avec le vélo et l'équipement de camping. Dave, je te rends la parole. Pouvoir reconstituer cette chronologie n'est pas seulement important pour établir les déplacements, mais aussi pour comprendre le raisonnement, la planification, n'est-ce pas? Oui, il va dans deux endroits, un autre Walmart et Dick's Sporting Goods. Il va délibérément dans différents endroits, peut-être pour brouiller les pistes. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on invente spontanément, mais il ne comprend vraiment pas la technologie, je suppose, parce que ton téléphone portable est un traceur. Il y a des caméras partout. Dans les lieux publics, comme Walmart, il y aura toujours un témoin. Ici, un témoin a dit « Je viens de voir le gars ». Le gars que tu as dit victime de carjacking et blessé vient d'acheter un vélo chez Walmart. Ce plan était donc voué à l'échec. Ce n'est clairement pas le plus futé. Est-ce une métaphore mêlée, peut-être? Je vais laisser passer. D'accord, merci mec. Son ascenseur ne monte pas jusqu'au dernier étage. Peut-être celle-là, je ne sais pas, une de ces métaphores. Mais c'était voué à l'échec et il doit faire face aux conséquences. Mais heureusement pour lui, il a 17 ans et il est jugé comme mineur. Et donc, il s'agit plus d'une peine de réhabilitation que d'une punition. Alors, parlons-en. Le témoignage du témoin a donné aux enquêteurs une idée de ce qui se passait à cette intersection au moment où Caden aurait été enlevé par plusieurs personnes. Il est écrit: quand le témoin a tourné à gauche sur la Southwest 128e Avenue, il a vu un jeune homme blanc, mince, avec une casquette de baseball et des lunettes de soleil. Correspondant à la description du suspect, debout à côté du côté conducteur du même camion qui se trouvait sur la scène du crime. Le témoin a aussi vu un vélo au sol côté passager du véhicule. Cela confirme la présence de traces de vélo côté passager du véhicule. Comme le témoin se rappelle avoir tourné à gauche sur la Southwest 128e Avenue à 7 heures, il aurait vu le suspect après l'envoi du message à sa famille à 16h06. Le témoin oculaire a vu l'alerte Amber sur le téléphone fourni par mon agence et a indiqué qu'il semblait s'agir de la personne qu'il avait vue près du véhicule plus tôt. Le témoin a également précisé que lorsqu'il a tourné à gauche sur la Southwest 128e Avenue, il n'y avait pas beaucoup de circulation et que tout le trajet jusqu'à son domicile, en direction du nord sur la Southwest 128e Avenue, était dégagé. Il n'a pas vu d'autres véhicules que celui présent sur la scène de crime. Le témoin oculaire a expliqué qu'il semblait que la personne était seule et qu'elle ne semblait pas être en difficulté. Aucune camionnette blanche n'a été vue sur les caméras près de cette intersection à ce moment-là. Cela correspondrait à l'histoire de Caden, n'est-ce pas? Et concernant ce qu'il a acheté au Walmart, les enquêteurs ont mis la main sur un reçu datant d'environ 15h07. Donc c'est 1 heure avant que Caden n'envoie ce texto. Citation.
Selon le reçu, le suspect aurait acheté un vélo de montagne Huffy 29 Rock Creek, un sac de couchage vert, une tente Ozark Trail rouge et grise pour une personne, un sac à dos Ozark Trail et un oreiller. Le suspect a dépensé environ 400 $ en espèces pour acheter tous les articles pour un total de 343,98 $ taxes comprises. Maintenant, Dave, commençons en fait par la fin avant de revenir au début. Payer en espèces, cela semblait délibéré. C'est sûr. Regarde l'appareil high-tech que les flics utilisent pour tout découvrir. Ça s'appelle un reçu en papier. Oui, il ne pensait pas qu'ils auraient un reçu papier montrant ses achats ce jour-là. Il a payé en espèces. Super malin. C'est juste un garçon de 17 ans. Peut-être qu'il appelait à l'aide d'une certaine manière. J'espère qu'il aura le traitement nécessaire, mais il doit rester responsable. Et je pense que ses parents devraient l'être aussi pour les coûts engagés, pour la douleur qu'ils ont causée à la communauté. Oui, cela montre qu'il a payé en espèces délibérément pour dissimuler les faits. Et vous voyez ce qu'il a acheté là-bas. Mais je pense que l'autre aspect de tout ça, pendant que j'y réfléchis, est selon votre expérience d'ancien procureur. Je pense qu'il devient de plus en plus difficile de commettre un crime, de dissimuler un crime ou d'essayer de mettre en scène un crime. Aujourd'hui, c'est bien plus difficile qu'avant. Empreintes numériques, livre 3, 160 vidéos de téléphone, images de surveillance, témoins oculaires. Peut-être que c'est parce que ce n'est pas dans un endroit isolé, vous voyez, mais c'est quelque chose qui m'a frappé à propos de « il est très difficile de ne pas laisser de traces ». Je ne pense pas que beaucoup de criminels réalisent vraiment et pensent que aujourd'hui la technologie est telle que votre téléphone portable agit comme un traceur grâce à Google. Nous avons cette capacité à localiser précisément les gens. Si vous êtes dans la file à la caisse de votre Walmart, nous avons des géolocalisateurs, ils sont capables de vous localiser à cet endroit. Je veux dire, il y a des caméras partout maintenant et tout le monde est photographe avec son propre téléphone portable. Il devient donc bien plus difficile de commettre des crimes. Je ne veux pas changer de sujet, mais Brian Koberger était un adepte des tueurs en série. Il croyait devenir le prochain Ted Bundy, jusqu'à ce qu'il découvre l'existence de l'acide désoxyribonucléique absent à l'époque. C'est pourquoi, heureusement, grâce aux criminels stupides qui ne sont pas au courant de la technologie, cela rend le travail des procureurs tellement plus facile. Ah oui, ce type. Ok, donc téléphone portable, surveillance, témoin, acide désoxyribonucléique. Oui, il est... Alors, c'était quoi le problème? L'ascenseur ne monte pas jusqu'au dernier étage. Oui, il n'était pas très futé non plus. Le couteau le plus aiguisé, pas l'outil. Voilà. Ce monstre a laissé une trace incroyable permettant à la police et aux autorités de le retrouver. D'accord. Revenons-y, une douille de calibre 45 a été trouvée devant le camion conduit par Caden. Le détective demande au père de Caden qui confirme avoir possédé 2 pistolets calibre 45. Il a alors signalé qu'un pistolet manquait. Vous voyez comment les preuves s'accumulent. Donc l'affidavit mentionnait aussi les preuves retrouvées près de la scène du crime, y compris une étiquette de vélo. Et étrangement, cette paire de sous-vêtements rouges qui était de la marque que portait Caden selon sa mère. Ce n'était pas tout. Près du véhicule, à l'extérieur de la scène du crime, une bouteille de Gatorade était présente. En y regardant de plus près, il semblait que c'était de la marque Glacier Cerise, un liquide blanc et trouble. Cependant, à l'intérieur de la bouteille de Gatorade, il semblait y avoir un liquide rouge. Après avoir regardé le liquide rouge à l'intérieur, il semblait s'agir de sang suspecté. Le suspect aurait utilisé cette bouteille de Gatorade pour répandre du sang côté conducteur du véhicule et à l'extérieur de la porte, dans le sable. Le 26 septembre 2025, un test a confirmé que le sang trouvé dans le véhicule et la bouteille de Gatorade était humain. Un test de laboratoire a aussi confirmé que le sang retrouvé dans le véhicule correspond à celui présent dans la bouteille de Gatorade. Donc Dave Cease, c'est vraiment dégoûtant et intense. Et cela montre aussi que certains aspects ont été très bien pensés. D'autres aspects, comme laisser tant de preuves aux enquêteurs, ne l'étaient peut-être pas. Mais c'est ce qui distingue cela de quelqu'un qui fait simplement une blague au 911 en appelant pour signaler un faux crime, ce qui reste néanmoins grave. Mais c'est encore une fois un aspect de la planification qui littéralement passait inaperçu jusqu'à ce moment-là. Ce type de planification sera utilisé contre lui. Et il n'y aura pas de procès devant jury pour lui parce qu'il est poursuivi en tant que mineur. Un juge verra tout cela et pourrait le condamner à un centre de détention.
Cela le retiendra au moins jusqu'à ses 19 ans s'ils sont stricts, soit 2 ans, voire 4 ans jusqu'à 21 ans, mais il a clairement besoin d'aide. Il avait fait plusieurs préparatifs ici. En plus, il a eu de la chance, jouant avec son sang des bouteilles de Gatorade et en se tirant une balle dans la jambe. Il aurait pu lui arriver bien pire ici, qu'il se considère chanceux et retienne la leçon tout comme ses parents. Espérons aussi que les parents rembourseront aux contribuables tous les frais engagés. Mais j'ai aussi une question à vous poser. Vous savez, quand vous voyez cela et qu'il est jugé mineur, ce crime a pourtant des aspects très adultes. Cela montre aussi une certaine sophistication. Donc premièrement, je suppose, y a-t-il une chance que cela puisse un jour retourner devant un tribunal pour adultes? Et deuxièmement, tu as dit que les parents allaient être tenus responsables pour ça, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que les parents pourraient être obligés de payer, ainsi que le comté pour le coût de l'enquête. Oui, et nous verrons. Pour les parents qui demandaient d'abord de l'aide à la communauté ont été les premiers à se replier sur eux-mêmes. La police a déclaré que leur fils était le suspect et s'était infligé cela. Les parents ont alors cessé de parler. Maintenant, je suis sûr qu'ils ont reçu des conseils d'avocats à ce sujet. Comme dit plus tôt, je ne veux ni justice de justicier, ni harcèlement envers qui que ce soit. Mais je pense qu'ils devraient être responsables de payer tous ces frais, ou au moins une partie de ces frais. Les alertes Amber forcent les forces de l'ordre à délaisser de vrais crimes pour se concentrer sur cela. Oui. En ce qui concerne le fait d'être poursuivi comme un adulte, cela dépend des procureurs. En Floride, les procureurs décident souvent s'ils poursuivent une personne comme mineure ou adulte. Parce qu'il a 17 ans et que certains de ses crimes sont graves, il pourrait être poursuivi comme un adulte, mais il semble déjà que tout se passe devant le tribunal pour mineurs. Maintenant, avant de vous laisser partir, il y a encore quelques points à aborder ici. Les choses deviennent donc encore plus étranges. Un technicien en criminalistique a découvert des recherches que Caden avait apparemment effectuées sur ChatGPT. D'accord, je cite, « Le suspect a recherché comment prélever du sang sur soi-même à des fins médicales sans que cela fasse mal. Quel est le meilleur itinéraire à prendre pour aller à Montoro, là où se trouve le cartel du Golfe? Et où se trouve actuellement le principal quartier général du cartel au Mexique? Pour l'instant, il n'est toujours pas clair pourquoi exactement Caden recherchait ces choses-là. Mais Dave, c'est aussi une facette qui rend toute cette histoire encore plus étrange. ChatGPT fait désormais partie des enquêtes criminelles. Encore la technologie. Sérieusement, ces gens pensent-ils que leurs recherches Google resteront privées? Les forces de l'ordre y ont accès. Brian Kohlberger a fait pareil, on voit ça souvent. Corey Richens, un autre dossier suivi, ses recherches Google reviennent les hanter. Et c'est vraiment comme un microscope dans leur âme, parce qu'ils sont là sur leur ordinateur tard le soir, essayant de trouver un moyen d'échapper à l'accusation, essayant de s'en sortir. La conscience de la culpabilité sert de preuve contre eux et sera utilisée lors d'un futur procès. Un jour plus tard, il aurait été jeté dans une camionnette blanche par plusieurs suspects. Caden a été retrouvé à Williston, Floride, dans un centre commercial comprenant un Winn-Dixie et un magasin de pièces audio. D'après l'affidavit, le détective a consulté les images de la caméra corporelle d'un policier de Williston. Lorsque l'officier s'est approché, Caden aurait spontanément dit qu'il avait l'arme de son père dans un sac à dos à proximité. Le détective a confirmé que c'était le sac à dos acheté par Caden chez Walmart et que le vélo était aussi tout près. Citation. Le suspect a déclaré qu'en rentrant de l'école hier, une camionnette blanche s'est arrêtée près de lui, le poussant à prendre une route secondaire depuis la 280e rue. Les officiers ont noté une blessure par balle apparente à sa jambe droite. Lorsqu'on lui a demandé quand il avait été blessé par balle, le suspect a déclaré que cela s'était produit il y a environ 30 minutes, juste avant qu'il ne l'abandonne. Le suspect a indiqué que le vélo n'était pas à lui et qu'il avait été abandonné avec lui. On a demandé au suspect s'il avait acheté le vélo chez Walmart, ce qu'il a nié. Le suspect a affirmé que le chauffeur de la camionnette, un homme noir d'âge moyen, se présentant comme Charlie, avait aussi été enlevé sans donner son nom de famille. Le suspect se répétait « Ils m'ont abandonné, tiré dessus et sont partis ». Le suspect continuait à dire qu'il s'était entendu servi de lui la nuit dernière et qu'il voulait qu'il se batte. Interrogé sur l'arme de sa blessure, le suspect a confirmé qu'il s'agissait de l'arme à feu de son père, trouvée dans un sac à dos aux Ark Trail, ajoutant qu'il ignorait l'origine de ce sac. Dave, des réactions rapides à ce sujet? J'ai la tête qui tourne, ça c'est insensé. Il a reconnu avoir une arme. Ces personnes terribles ont utilisé l'arme du sac à dos pour lui tirer dans la jambe. Et il ne sait même pas où il a acheté le sac à dos, ni d'où il vient. Oui, c'était facile. Les forces de l'ordre ont immédiatement affirmé qu'il s'était tiré dessus lui-même avec certitude, sans implication d'autrui ni agresseur.
On entend rarement les forces de l'ordre affirmer quelque chose à 100%. D'habitude, ils se laissent toujours une petite marge de manœuvre. Pas ici. Là, c'était évident. Affaire classée. Les enquêteurs ont également interrogé un employé de ce magasin de pièces automobiles qui a rapporté qu'une personne avait tenté de vendre un vélo noir avec un logo argenté, mais il a refusé. Après avoir rencontré le suspect, il a vu une publication sur les réseaux sociaux et l'a reconnu comme la personne ayant tenté de vendre le vélo. Les enquêteurs auraient également retrouvé la tente et le sac de couchage qu'il aurait apparemment acheté chez Walmart. Ils l'ont trouvé dans une boîte de dons de vêtements sur le parking. Donc vous voyez que tout cela commence à s'assembler. Kayden s'est finalement rendu dans un hôpital à Gainesville pour sa blessure par balle. Le détective du comté de Marion a noté « À mon arrivée, j'ai vu le suspect à l'hôpital avec ses parents proches. Le suspect ne semblait pas blessé au torse ou au visage. Cela confirme que son message sur l'agression était faux. Monsieur Speight a déclaré que le suspect n'avait pas d'autre blessure que celle à la jambe droite. Monsieur Speight a déclaré que la blessure nécessitait une opération car son fémur droit était brisé. Le père de Kayden a dit à l'enquêteur qu'il allait prendre un avocat pour son fils et a demandé aux agents de ne pas lui parler. Il a cependant accepté les prélèvements acides désoxyribonucléiques. Cela n'a pas donné bonne impression quand le shérif du comté de Marion a annoncé en conférence de presse que les Speigts ne semblaient pas coopérer. L'affidavit précise que les techniciens ont lié la douille retrouvée près de Kayden et celle devant le camion à l'arme de son père, et que le sang trouvé dans la bouteille de Gatorade correspond à Kayden. Donc vous voyez toutes ces preuves qui s'assemblent. Et l'affidavit a conclu, sur la base des faits mentionnés ci-dessus, le suspect a illégalement possédé l'arme à feu de son père alors qu'il était mineur et l'a déchargée dans le véhicule de son père. Il a fabriqué des preuves pour suggérer qu'un crime avait eu lieu et a volontairement envoyé de fausses informations à sa famille par message texte, provoquant ainsi la transmission de cette désinformation aux forces de l'ordre. Kayden est accusé de présentation de fausses preuves, tir sur un véhicule, fausse déclaration de crime et possession d'une arme à feu par un mineur. Un communiqué du shérif du comté de Marion annonce l'arrestation de Kayden transféré au service de la justice pour mineurs. Alors Dave, tu as parlé du fait qu'il soit dans le système pour mineurs. À quoi peut-on s'attendre maintenant? Tu penses donc qu'il va être condamné? Tu t'attends à un accord de plaidoyer? Quelle pourrait être sa peine au final? Parce qu'il est au tribunal pour mineurs, il sera envoyé au département de la justice pour mineurs. Il y aura un juge, pas de jury, et le juge pourra l'envoyer dans un centre d'hébergement fermé. Et cela peut aller d'un niveau de risque faible à un niveau de risque maximum. Il peut rester sous la juridiction du département de la justice pour mineurs jusqu'à 19 ans ou jusqu'à 21 ans en cas de crime très grave. Mais c'est tout. Ainsi, pour un meurtre, un adolescent sera jugé comme un adulte car la juridiction des mineurs s'arrête à 19 ou 21 ans selon le cas. C'est cela qui déterminera son sort. Il sera placé en centre résidentiel pour un temps. Son permis pourrait être suspendu et il devra payer des dommages et intérêts. Mais, en ce qui concerne la prison pour adultes, cela ne semble pas être envisagé. Dave Arenberg, merci d'être venu. Ravi de vous avoir vu. Merci de m'avoir invité, Jesse. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou vos plateformes habituelles. Suivez-moi aussi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.